Certaines lois de la nature semblent, fondamentales. Le soleil se lève à l'est, les lions chassent les antilopes et les arbres poussent de bas en haut. Tout est simple et clair. Et puis un jour, on découvre que les grenouilles mangent des serpents. Vraiment? C'est pas censé être l'inverse? Mais la grenouille taureau, c'est le genre à dire « Ah, viens au Texas, on va t'apprendre la vie ». La grenouille taureau est considérée comme l'une des plus grandes espèces de grenouilles de la planète. Elle peut atteindre 15 cm de long et peser 500 grammes. Et on parle là d'une grenouille taureau ordinaire. La grenouille taureau ne coasse pas. Elle émet un mugissement qui s'entend de loin, mais pas quand elle est en chasse. Ce prédateur nocturne se tient tranquillement en embuscade, attendant qu'un serpent passe par là, puis il s'élance brusquement à l'aide de ses puissantes pattes arrière. Il l'a eu. La proie est prise au piège de cette énorme bouche de grenouille. Bon courage pour expliquer à la grenouille taureau que c'est les serpents qui sont censés la manger et non l'inverse. Si certains serpents finissent en casse-croûte pour grenouilles, d'autres servent de monture aux crapauds buffles, aux souris et aux scarabées pour les sauver d'une inondation. On l'observe parfois en Australie où le python olive et le serpent brun servent de service de taxi d'urgence. C'est pourtant deux espèces qui se nourrissent habituellement de leurs passagers. Ils font peut-être ça purement par altruisme, à moins que les serpents aient voulu emporter leur dîner avec eux pour s'en régaler plus tard. Vous savez, en général, c'est moins cher d'acheter un repas à emporter que de se faire livrer. Dirigeons-nous vers l'Amérique latine, où des scientifiques ont découvert dans la mangrove l'un des plus étranges poissons connus de l'homme. Le kili des mangroves mesure généralement de 1 à 4 cm de long et on le trouve dans des mares boueuses et des terriers de crabes inondés au cœur des marais à mangroves ou dans des bûches, sur la terre ferme. Oui, ce poisson vit sur terre et il peut rester hors de l'eau non pas une demi-heure ou même une journée, mais jusqu'à 66 jours d'affilée. Bien sûr, ça ne se produit qu'en cas de sécheresse, sans quoi le poisson ne se retrouverait jamais à un tel endroit. Une telle chose est très difficile quand on est un poisson, mais cette espèce s'en sort très bien. Le kili modifie ses branchies pour retenir l'eau et les nutriments, et les déchets comme l'azote sont excrétés par la peau. Dès que l'eau fait son retour, le poisson revient à son métabolisme habituel. En fait, cette espèce est très territoriale, mais lorsqu'il doit affronter la sécheresse, le poisson limite son agressivité. Après tout, on évite à l'étroit dans une bûche. D'ailleurs, il n'a pas besoin de partenaire pour se reproduire, et il est également capable de superbes sauts. Oui, à partir du sol. Quand on vit sur la terre ferme pendant 2 mois, il faut bien se déplacer, non? La prochaine étape de notre voyage est Bacoli en Italie. Au début de la vidéo, j'ai dit que les arbres poussent généralement de bas en haut. Mais dans les ruines de Baia, une ancienne station thermale romaine, les choses fonctionnent un peu différemment. Il y a là-bas un figuier qui pousse à l'envers depuis le plafond d'une arche, qui est en fait un site architectural. On dit que cette arche faisait partie d'une villa de l'empereur Néron, mais il ne saurait probablement pas nous dire pourquoi l'arbre enfreint les lois de la physique. De plus, je n'ai trouvé aucune information fiable sur ce figuier, ni comment il a atterri dans l'arche, ni comment il a survécu, mais il continue de croître à l'envers, et il semble même donner des fruits. Et si je vous parlais de fruits qui poussent sur le tronc d'un arbre? Dans le sud du Brésil, on peut trouver un arbre appelé le jaboticaba, mais seulement dans les états de Minas Gerais, Goiás et São Paulo. Il forme des baies rondes et foncées qui semblent collées au tronc, uniquement en saison, pendant quelques semaines seulement. Les baies ont une peau épaisse et un cœur très sucré. Oui, elles se mangent. Je m'attendais à quelque chose de dangereux et de très toxique, mais on dit que ces baies sont délicieuses. On les consomme généralement fraîches, mais elles se mettent à fermenter seulement 3-4 jours après leur cueillette, il faut donc faire vite. Ou en faire de la confiture, ou une tarte. J'en salive déjà. Steve, c'est quoi la suite du scénario? Super, les moustiques! Les moustiques qu'on trouve partout. Les moustiques éléphants sont assez gros, ils vivent en forêt. Ils sont plus actifs pendant la journée. Ils sont étonnamment beaux pour des moustiques. Sérieusement, regardez-moi ça. J'ai jamais vu d'aussi beaux suceurs de sang. Peut-être que c'est parce que les moustiques éléphants ne sucent pas du tout le sang. Les insectes adultes se nourrissent de substances riches en glucides, comme les déchets liquides que sécrètent les pucerons. Sève de plantes endommagées, fruits, nectar et même déchets sont à leur menu. En bref, ils ne mangent rien qui ressemble de près ou de loin à du sang. Ils n'y goûteraient pour rien au monde. Pourquoi risquer sa vie quand on peut manger une pêche?
Elles au moins ne risquent pas de nous écraser. Mais les larves de ces moustiques chassent les larves d'autres moustiques. Vous me suivez, pas vrai? Les moustiques éléphants sont en fait utiles aux humains. Et ils sont doués pour ça. Leurs larves, comme c'est généralement le cas, sont très voraces. Une seule larve de moustique éléphant peut manger jusqu'à 5000 larves d'autres moustiques avant d'arriver à maturité. Ça peut prendre de quelques semaines à 6 mois. Vous imaginez le nombre de larves dangereuses que ces moustiques détruisent pendant cette période? Puisqu'on vient de parler de larves qui vivent habituellement dans l'eau, il est temps de s'intéresser à l'Inde, le pays des buffles d'Asie. À propos, environ 90% de ces animaux vivent en Asie. C'est de très gros taureaux qui peuvent peser jusqu'à 1200 kg et mesurer près de 3 mètres. Mais le plus important, c'est que les buffles d'Asie adorent l'eau. Tout le monde sait que les hippopotames passent le plus clair du temps dans l'eau, mais on ne s'attend pas à une telle chose, de la part de cousins des vaches. L'explication se trouve dans les glandes sudoripares. Les buffles d'Asie en ont beaucoup trop, surtout pour leur taille. Ils tolèrent mal la lumière directe du soleil, ce qui signifie qu'ils peuvent mourir d'une exposition à la chaleur. Les buffles d'Asie ont besoin de se rafraîchir en permanence, ils en sont conscients. Ils ne s'éloignent donc pas de l'eau de leur plein gré. Certains préfèrent les eaux profondes, d'autres se contentent de se rouler dans des trous boueux qu'ils creusent à l'aide de leurs cornes. Les buffles d'Asie ont des sabots larges et la structure particulière de leurs articulations leur évite de s'enliser dans la boue ou la vase au fond des étangs. Si vous avez déjà nagé dans un tel endroit, vous devez savoir que ça peut arriver, surtout quand on est un buffle, un animal grand et lourd. En outre, lorsque les buffles d'Asie ont vraiment faim, ils plongent tout simplement au fond de l'eau et ils y mangent ce qu'ils trouvent. Probablement de l'herbe. Mais quand même, je plongerai pas dans une piscine avec un buffle d'Asie affamé. Mieux vaut prévenir que guérir. Et si vous pensez que la réputation des buffles d'Asie est exagérée, écoutez ça. Lors d'une inondation aux Philippines, un fermier a pu s'en sortir en chevauchant un buffle. Apparemment, cet animal ne se soucie pas de ce qui l'entoure. Qu'il s'agisse d'un lac ou d'une eau boueuse après de fortes pluies, peu importe. Le fermier a même emporté une vache avec lui. Mais laissons là l'eau et ajoutons un peu de lave à cette vidéo. Il existe un cactus appelé Brachycereus nesioticus qui pousse dans les îles Galapagos et il ressemble, à un cactus. Mais il ne pousse que sur les coulées de lave récentes. Bien sûr, même ce cactus a besoin que la surface durcisse d'abord, qu'elle refroidisse et tout ça. Mais quand même, la plupart des plantes et des animaux n'aimeraient pas un tel habitat. Vous vous souvenez du Mordor? C'est pas ce qu'on appellerait une vallée fleurie, n'est-ce pas? Mais c'est uniquement parce que Sauron n'avait pas accès à cette espèce de cactus. Il n'est pas très bien étudié, mais voici ce que j'en sais. Lorsque le cactus s'ancre dans une fissure, les bactéries de ses racines se mettent littéralement à manger la lave. Ça libère des minéraux qui aident le cactus à se développer, et le cactus à son tour fournit de la nourriture aux animaux. Et même lorsque le cactus meurt, son travail n'est pas encore terminé. Le cactus se transforme en humus. Et là où il y a de l'humus, il y a un sol fertile pour d'autres plantes. Le seul inconvénient de ce cactus, c'est sa forme. Il ressemble à... Disons que votre grand-mère pourrait trouver ça inapproprié. Ok, passons à des sujets qui ne fâcheront pas YouTube. En Afrique du Sud, il existe des abeilles fainéantes qui refusent de travailler. Tout le monde pense que les abeilles sont des travailleuses laborieuses qui sont toujours occupées. Et c'est tout à fait exact. Les abeilles travaillent toute leur vie. En une journée, une abeille peut visiter plus de 1000 fleurs, si bien que le soir venu, elle est tellement épuisée qu'elle n'a plus goût à rien, même si c'est sucré ou que c'est une fleur particulièrement savoureuse. Vous connaissez cette sensation quand on est si fatigué que plus rien n'a d'importance. Une abeille ouvrière vole environ 800 km au cours de sa vie, c'est-à-dire en 5 ou 6 semaines. Au-delà de cette limite, il n'y a que la mort. Bien sûr, les abeilles se reposent quand elles dorment. Elles s'accordent 5 à 7 heures de sommeil par jour et le reste du temps, elles travaillent. Mais pas les abeilles du Cap. Grâce à une mutation génétique, elles ont appris à se reproduire sans reine des abeilles, simplement en se clonant. Et s'il n'y a pas de reine des abeilles, on n'a pas à travailler. Ces abeilles se faufilent dans d'autres ruches et y pondent leurs œufs afin que d'autres nourrissent et soignent leur progéniture. Ces larves arrivent à maturité et deviennent presque aussi grosses que des reines, et comme elles peuvent se reproduire. Ce qui signifie qu'elles ne travaillent pas du tout. Elles se promènent simplement dans la ruche en faisant comme si elles étaient chez elles. Ça cause rapidement l'effondrement de la ruche, mais avant que ça ne se produise,
les abeilles du Cap ont eu le temps de bien en profiter. Après quoi, elles trouvent une autre ruche et y déposent leurs clones. Si vous pensez qu'il ne se passe des choses étranges que sur Terre, allez donc voir sur Mars, où les couchers et les levées de soleil sont bleus. De plus, le soleil semble très petit vu de là-bas, même si ça n'a rien de surprenant. Mars en est plus éloigné, si bien que le soleil ne fait que les 2/3 de la taille qu'il a sur Terre. Et la couleur alors ? Mars est appelée la planète rouge. Son sol est riche en oxyde de fer, ce qui lui donne une teinte rougeâtre. Mais lorsque l'air est chargé de fines poussières, la lumière bleue peut pénétrer dans l'atmosphère beaucoup plus efficacement que toute autre lumière. C'est ce qui explique les couchers de soleil bleus. L'atmosphère est différente sur chaque planète. Sur Uranus par exemple, au coucher du soleil, le ciel passe du bleu au turquoise. Et sur Titan, l'une des lunes de Saturne, le ciel passe du jaune à l'orange et au brun lorsque le soleil descend sous l'horizon. A plus.